Quand on parle d'agriculture, d'agriculteurs, d'agricultrices, il y a vraiment cette notion de cultiver, d'exploiter pour nourrir ou habiller, peu importe. Mais en tout cas, c'est prendre des ressources d'un endroit en le cultivant, alors que paysan, paysanne, c'est plus façonner des paysages sociaux, agricoles, des paysages comme ici par exemple. Et du coup, j'ai l'impression que tu participes beaucoup plus au territoire, qu'il y a cette volonté de s'ancrer dans le territoire et de participer à... Au final, tu fais toujours la même chose, produire de la nourriture, mais pas de la même manière. Oui, on peut être propriétaire d'ailleurs de fait. Par exemple, là, je peux dire que je suis propriétaire de ces terres. Mais on est propriétaire en tant que gardien. Si chacun on avait un petit fragment, un petit morceau de paysage et qu'on est gardien de ce paysage, ça veut dire qu'on aurait un grand paysage en bonne santé et extrêmement fertile. Et ouais, il y a cette notion de sensible, je trouve, de sensibilité. Et après, ça dépend sur quel aspect tu souhaites axer ta sensibilité ou sur quel aspect naturellement ta sensibilité est portée. Et du coup, je pense que c'est en là que la définition est genre propre à chacun, chacune dans ses pratiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode dont vous venez d'entendre quelques extraits, qu'est-ce qu'être paysan-paysanne aujourd'hui ? J'avais envie de prendre quelques minutes pour vous partager ce que je traverse en ce moment. C'est un moment très particulier pour moi et je pense pour tout l'écosystème qui a gravité autour de l'école d'agroécologie voyageuse pendant ces 3 dernières années et même un petit peu plus. Nous avons célébré la fin de l'aventure de l'école d'agroécologie voyageuse il y a 10 jours à la ferme des Mawagites. Ce festival, intitulé Place au mycélium, a permis de manière assez magique de renforcer les liens au sein de notre petite tribu du vivant et de semer les graines de l'après-EAV. Je suis toujours à la ferme des Mawagites et très fatiguée. Je pense que l'intensité des derniers instants de la promo 3, le festival et le vide créé par la fin de l'EAV génèrent beaucoup d'émotions qui créent une très grosse fatigue. Vous remarquerez que le rythme de sortie des épisodes de ce podcast est ralenti. Voilà, vous avez maintenant quelques éléments de compréhension. Pour vous introduire le thème de cet épisode, lors du dernier regroupement de la promo 3 de l'école d'agroécologie voyageuse, qu'on appelle la phase Humus, nous étions accueillis par Astrid des fermes de Ségur, à Ségur-le-Château, en Corrèze. On peut dire qu'Astrid cultive et élève les paysages. Paysagiste ayant hérité de terres familiales, dont elle prend soin, Astrid ne se considère pas vraiment paysanne, mais plutôt apprentie du paysage et du vivant. Astrid a une petite activité agricole où elle œuvre pour l'avenir en agrandissant petit à petit son troupeau de brebis, de bovins, de poules et aussi le troupeau d'arbres qui grandit de jour en jour. Elle passe beaucoup de temps à créer des opportunités pour les futurs paysans et paysannes pour qu'ils puissent se tester sur ces terres à travers notamment le dispositif des espaces tests agricoles. La posture d'Astrid qui se situe à la croisée des chemins entre paysagiste, paysanne, facilitatrice des interactions dans le village et créatrice d'espaces tremplins, gardienne d'un château aussi, a généré le souhait d'animer un cercle de partage intitulé « Qu'est-ce qu'être paysanne et paysan aujourd'hui ?» Après avoir cheminé à travers 5 à 12 fermes, chacune, après avoir été accueillis dans des fermes où vivent des êtres humains dont beaucoup s'appellent paysans, les Agroots, Astrid ainsi que Julie, Athénaïs et moi, en tant qu'accompagnatrices, nous exprimons sur ce que veut dire être paysan ou paysanne. Lali, Lucas, Athénaïs, Julie, moi-même, Anna, Camille, Léa, Audrey, Arsène, étions assis sous les arbres devant le mât, qui est le corps de ferme des fermes de Ségur, accompagnés de Chin et Olaf, les chiens d'Astrid, qui sont bien vivants et vous l'entendrez, ont aussi envie de s'exprimer. On parlera de prendre soin, de temps long, de propriété, d'être paysan nomade, de statut juridique, de l'importance des mots, de légitimité, de bon sens paysan, d'être en chemin, d'intuition, d'économie, de plouc et de bouseux, et bien plus encore. Cet épisode est en 2 parties.
La deuxième partie paraîtra le 4 juillet. Le 11 juillet, je vous prépare un épisode pépite que j'ai enregistré dans mon van à la ferme des Mawagites avec Noémie Calais, éleveuse de porc noir à quelques kilomètres de là, co-autrice du livre Plutôt nourrir, une plongée dans son quotidien d'éleveuse qui milite pour préserver les fermes, qui régénèrent le lien au vivant. Je vous souhaite, après cette très longue introduction, une belle plongée dans la thématique de la paysannerie. Belle écoute. On utilise beaucoup le terme paysan-paysanne entre nous et j'étais curieuse de savoir pour vous, qu'est-ce que c'est être agriculteur ou agricultrice et qu'est-ce que c'est être paysan ou paysanne, et est-ce qu'il y a quelles sont les différences entre ces deux notions et à partir de quel moment on peut se considérer comme paysan ou paysanne. Est-ce que c'est est-ce que 100 mètres carrés ça correspond, ou est-ce qu'il faut 100 hectares Quand on parle d'agriculture, d'agriculteur, d'agricultrice, il y a vraiment cette notion de cultiver, d'exploiter pour nourrir ou habiller, peu importe, mais en tout cas, c'est prendre des ressources d'un endroit en le cultivant, alors que paysan, paysanne, c'est plus façonner des paysages sociaux, agricoles, des paysages comme ici par exemple, et du coup j'ai l'impression que tu participes beaucoup plus au territoire, qu'il y a cette volonté de s'ancrer dans le territoire et de participer à... Au final tu fais toujours la même chose, produire de la nourriture, mais pas de la même manière. Moi le mot paysan, paysanne, il résonne beaucoup avec un certain imaginaire aussi, qu'il faut savoir un peu contrebalancer, parce que c'est avoir les visions des champs, un peu cette notion de bucolique aussi, alors que en vérité c'est aussi très rattaché à un travail peut-être qui peut être épuisant pour le corps, où le corps a vraiment toute sa place, plus que peut-être dans l'agriculture où je vois plus les machines. Quand j'entends paysan, j'entends vraiment plus le corps et l'humain, l'humaine quoi. Et ouais, il y a cette notion aussi, je te rejoins un peu Lali, sociale, je sais pas, mais il y a vraiment ce truc de rendre des services qui sont pas forcément dans ta fonction d'agriculteur, et d'entraide. Moi c'est beaucoup rattaché à ça, la notion de se dire, ou de se sentir paysan, paysanne, d'être ancré encore une fois sur un territoire, et de rendre des services, et de rendre des services aussi qui sont pas forcément lucratifs, quoi. Donc qui n'ont pas un but économique. Voilà, j'ai dit. Donc, est-ce que pour toi, on peut être paysan ou paysanne sans produire quelque chose de vendu ? Pour moi, oui. Et peut-être aussi dans ce à quoi j'aspire pour l'avenir, quoi. Qu'on soit plus qu'on dépasse un peu ce truc justement économique ou production à grande échelle, et qu'on revienne sur petite échelle, et quitte à réinsérer avec le troc. Ça peut être produire et nourrir, mais pas forcément à des fins lucratives. Mais ça reste ma vision. Ça me connecte aux paysans avant la révolution la révolution agricole verte, et maintenant, un peu ce truc de reconnecter tisser le lien entre ce temps d'avant cette révolution et en même temps les pratiques des agriculteurs, des exploitants du siècle dernier. Et du coup, comment on façonne le paysage en nous aidant de la technologie qui quand même a facilité les choses dans un certain axe, et reconnecte à cette conscience du vivant qu'ils avaient parce que c'était transmis de génération en génération à l'époque. Ouais, il y a ce tissage du temps qui me vient. Justement, la même idée, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc plus périn quand tu dis que tu vas
faire un acte paysan, que du coup par exemple tu plantes des arbres mais sans forcément penser à une production, plus à un écosystème, alors que l'agriculture c'est plutôt on réfléchit à l'année qui va se passer ou aux 10 prochaines années, mais dans une idée de produire et du coup pas forcément de façonner. C'est prendre soin du pays. Sage. Du paysage. Ouais. Justement, à l'origine, en fait, le mot latin pagus désigne la borne fichée dans le sol qui limite un peu le canton ou le village. Et du coup, ce mot a donné l'adjectif pagensis, qui désigne celui qui habite la campagne et cultive la terre. Okay. Du coup, c'est la racine qui ensuite a donné les mots français paysan et pays. Du coup, il y a bien cette notion d'habiter la terre plus que de produire un bien marchand, quoi, qui se retrouve du coup dans ce que vous partagez. Et il y a quand même la notion de propriété du coup, s'il y a la borne. Ouais. Après là, c'est à l'échelle d'un village ou d'un canton, mais effectivement, justement, okay. Ça m'intéresse aussi de rebondir sur la notion de propriété en tant que paysan, paysanne, enfin de l'espace dont on prend soin et un peu que représente la propriété de foncier pour vous et peut-on être propriétaire de terre tout en prenant soin, enfin justement dans une logique de soin. Je veux bien prendre. Pour moi, la notion de propriété, j'ai du mal à concevoir le fait qu'on soit propriétaire d'un bout de terre. Enfin, je le vois plus comme usager. Donc on est de passage et que ça reste derrière nous quand même. Qu'on est usager et voilà. Et du coup, qu'au long d'une partie de notre vie ou toute notre vie, on a une propriété d'usage d'un bout de terre, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu mets derrière usage? Et on peut jouir de l'usufruit, de ces produits et de ce qu'on en tire, mais pour moi ça rattache à une notion de bien commun derrière, quoi. C'est-à-dire qu'on n'en est pas pour moi il y a des notions de destruction derrière, quoi. C'est-à-dire que propriétaire terrien, tu fais vraiment ce que tu veux de ta terre et si tu as envie de la détruire totalement, tu la détruis totalement. Pour moi, c'est ça la propriété. La propriété d'usage, c'est une sorte de contrat moral, de contrat d'usage en fait, qui se met après à définir selon des termes, quoi. Voilà, c'était l'idée qu'on est de passage sur ce truc et qu'il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, et d'inclure ça un peu dedans. Moi, du coup, ce qui me vient aussi, c'est le terme être gardien ou gardienne du lieu plutôt que propriétaire. Et du coup, ça rejoint exactement ce que tu dis. Et en t'écoutant, j'avais plutôt le mot usager, usé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai questionné. Dans cette notion de gardien, il y a effectivement la prise en compte de ce qu'était... qui a du coup pris les usufruits de la terre pendant les années précédentes et aussi comment on prépare le terrain pour les générations suivantes. Un peu comme le séquoia qui a été planté ou les arbres par les Anglais sur le paysage ici. J'ai dit. Peut-être Astrid, tu veux nous parler un petit peu, partager un peu. La propriété, oui, moi c'est un terme bien sûr qui me passionne. Dans le sens où je suis d'accord exactement avec ce que tu as dit. Je pense que c'est très important de se dire qu'on est de passage, qu'on est là comme moi je trouve des missionnaires et que la propriété, oui, on peut être propriétaire d'ailleurs de fait. Par exemple là, je peux dire que je suis propriétaire de ces terres. Mais on est propriétaire en tant que gardien. En tout cas, c'est la conception que j'en ai et je trouve ça intéressant aussi que chacun, on pourrait ou on peut être gardien d'un fragment de terre pour en assurer aussi la pérennité, la transmission et en assurer la bonne vie et le bon soin.
Donc ça, je trouve la propriétaire intéressante dans ce sens-là. Si chacun, on avait un petit fragment, un petit morceau de paysage et qu'on est gardien de ce paysage, ça veut dire qu'on aurait un grand paysage en bonne santé et extrêmement fertile. Donc la propriété dans ce sens-là, oui, moi je trouve que ça peut être, alors c'est souvent galvaudé malheureusement en France, surtout en France, la propriété est quelque chose de parler de borne, de fermé, être propriétaire. On n'a pas souvent cette notion, et que moi il me semble avoir quand même de bien commun, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la propriété et il y a un autre calque qui serait l'usage. L'usage dans le sens, on peut être propriétaire et il peut y avoir aussi plusieurs usagers. Et ça, c'est très très intéressant et permettre l'usage à plusieurs, en tout cas avoir plusieurs usagers. Et donc là, je crois que le sol est de toute façon un bien commun, que la propriété n'existe pas réellement en soi, mais existe quand même. Enfin, c'est quelque chose d'assez complexe, qui nous emmène effectivement sur le lien aux paysans, au pays. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit. Je rajouterais peut-être la connaissance. Je crois que le paysan a une connaissance extrêmement fine du vivant, extrêmement fine des éléments, parce que parfois c'est pas que des plantes, ça peut être des animaux, ça peut être, en tout cas, il a une connaissance extrêmement fine et il tisse une relation extrêmement puissante avec sa terre, avec les habitants, les humains, les non-humains. Et je crois que c'est vraiment la posture dont parlait Eulalie, c'est-à-dire que le paysan est dans une certaine posture, l'agriculteur est dans une autre posture, que vous avez très bien déterminée, définie. Je rajouterais, oui, la connaissance, je rajouterais peut-être, je ne crois pas que ça soit une question d'échelle pour le coup. En tout cas, je pense qu'on peut être paysan à grande échelle. C'est vraiment une philosophie, c'est une posture. Donc, voilà. Et pour la légitimité, je rajouterais la légitimité, parce que je crois que vraiment être paysan, c'est beaucoup de connaissances, c'est beaucoup de savoir-faire, et on n'est pas tous des paysans. C'est un peu dur à entendre, mais moi, par exemple, je ne me sens pas paysanne encore. J'ai l'impression que j'ai encore des années d'apprentissage. Et quand je dis paysanne, parfois je le dis, mais je suis un peu mal à l'aise. Parce que je ne me sens pas non plus tout à fait encore légitime, même si je suis en chemin et que j'avance. Mais voilà, un bon paysan, quand même, il a des générations aussi d'apprentissage. On sent le bon, c'est surtout le bon... Moi, ce qui me frappe, c'est le bon sens. C'est beaucoup de bon sens. Et quand on ne vient pas du milieu paysan, quand on n'a pas eu des parents paysans, je trouve quand même que ce bon sens, il n'est pas si simple à acquérir. Être paysan, c'est probablement arriver à un bon sens tellement intuitif, tellement facile, où on se pose encore des questions, parce qu'on reste toujours, on est des êtres humains, j'espère, en éveil, mais ça, c'est hyper fluide. C'est quelque chose de presque inné. Moi, j'ai pas l'impression, par exemple, d'en être encore là. Donc, c'est ce que je disais hier, je sais pas si je suis paysagiste, paysanne, peut-être sans qualité d'ailleurs. J'ai du mal à mettre un nom. Éleveuse, c'est pareil, je me sens encore tellement en chemin. Comme dire éleveuse, je me sens pas non plus tout à fait à l'aise. Et à la fois, oui, j'ai des animaux avec qui on cohabite, copâture, co-construit. Voilà, donc je sais pas, moi, un paysan, j'adorerais, paysanne plutôt. Mais bon, la route, je sens, est encore longue. Donc être paysanne, c'est pas simplement se dire qu'on a envie d'être paysanne, voilà. Je pense qu'il faut des années d'apprentissage, de maturité, de rencontres, d'échecs, il faut oser le dire aussi, Voilà. Donc je sais pas quel mot, oui, quelle casquette on pourrait... Quand on est en chemin, moi j'aime bien le terme apprenti, bon ça a été, c'est pas mal utilisé plutôt. J'aime bien l'idée d'apprenti, de compagnon aussi. Hier, il y a eu le terme compagnonnage qui a été compagnonnage d'un paysage, compagnonnage du vivant. Peut-être que c'est plus là-dedans que je m'incarne aujourd'hui. Et paysanne, j'atteindrai peut-être jamais le Graal. C'est pas très grave. Et c'est encore une fois être en chemin. Je pense qu'on peut être en chemin
plutôt, je trouve que être dans une posture aussi, c'est difficile à tenir. Tu vois, s'incarner tout de suite comme ça. Mais voilà. Et après, il y a aussi la différence entre le mot qu'on utilise. Genre moi, des fois, je dis que je suis paysanne nomade. Et je suis pas tout à fait à l'aise avec ce terme parce que je vais prendre soin du pays en me déplaçant, en allant dans les fermes. J'ai pas de terre, donc paysanne sans terre, sûrement pas. Mais paysanne nomade, bon, je vois un peu ce que ça me fait de dire ça. Mais j'ai pas de statut juridique, donc je peux pas dire. Enfin, en fait, il y a dire paysan, paysanne comme mot, comme philosophie, et il y a aussi le exploitant agricole à titre principal, agriculteur avec des terres. Enfin, il y a ce que les mots vont générer sur la structure sociale, enfin sur les aspects plus économiques, administratifs, des JA, etc., etc., quoi. Oui. Bah après, oui, il y a la posture juridique, ça c'est sûr, c'est un fait. Moi, je suis sur le papier, je suis agricultrice individuelle, exploitante. Exploitante voilà. à titre principal. À titre principal. Voilà, c'est sûr. Et ça, c'est juridique, mais personne. Voilà. Après, il y a ce qu'on affiche, c'est-à-dire que c'est le plus important. Tu vois, c'est un moment, être capable de dire comment je me définis. C'est chouette de se poser la question. Et on a le droit de ne pas se définir. C'est-à-dire que, oui, je trouve, on a le droit de dire je suis entre et entre. Tu vois, on n'est pas obligé d'être paysanne, d'être ceci, paysagiste. Même c'est toujours un peu, en tout cas pour moi, ça a toujours été un peu compliqué. Même paysagiste, je ne me sentais pas non plus paysagiste, tu vois. Donc on a le droit de dire je suis entre ça ou en chemin entre la paysagiste d'hier et la paysanne peut-être de demain. Voilà, je pense qu'on peut chacun se définir, c'est ça. Et toi, tu as le droit de dire c'est ça que tu vois, paysanne nomade. Mais c'est vrai que à partir du moment où on dit où on a une posture, c'est vrai qu'on affiche, voilà. Et cette légitimité, moi je crois beaucoup à la légitimité, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on est capable de dire je suis sage-femme, par exemple, je pense aux agneaux, l'agnolage. Quand tu as sorti 2-3 agneaux, tu sens que tu es légitime, pas que tu es légitime, mais que tu as passé une petite étape du chemin et qu'il y a une sorte de légitimité qui monte progressivement. Mais je trouve que la légitimité, c'est la limite. Et ce que je trouve assez beau, la légitimité de la connaissance et du savoir. Et de l'expérience, surtout l'expérience par le geste. Et c'est ça, être paysan, c'est des gestes essentiellement, des gestes, c'est une pensée incarnée par le geste. Ou un geste plutôt incarné d'une pensée. Ou les deux. Non mais c'est ça, c'est quand le geste, si tu veux, tu n'as plus besoin tellement de pensée, il est tellement incarné, la réflexion est tellement là que le geste est, tu vois, pour faire une barrière, n'importe quoi. Mais le geste est intuitif, tu vois, tu fais ta barrière. Par exemple, pour parler de la vigne tout à l'heure, Arsène, il connaît bien la vigne, le poulailler, il le voit déjà. Il voit déjà que c'est un poulailler sur roue qui va passer entre les fils, tu vois. C'est ça la connaissance, c'est l'expérience, c'est le savoir. Et hop, tu incarnes tout de suite le truc qui va bien parce que tu as traversé les étapes. C'est ça qui est génial. Non, mais je dis pas que, tu vois, tu n'es peut-être pas paysante, tu verras comment tu... Mais voilà, je crois beaucoup à cette légitimité de la connaissance. En tout cas, c'est ce que je sens en moi. Comme on vient de nulle part, enfin de nulle part, on a une expérience ailleurs, plutôt en milieu urbain, sur des terrains historiques, en tout cas pour ma part, en tant que paysagiste. Là, je suis en apprentissage, donc c'est vrai que la légitimité, elle vient au fil des rencontres, de mes échecs, de ce qui se passe, de mes brebis malades ou d'une vache que je dois soigner. C'est ça. Et donc, je trouve ça super. J'adore cette idée de... Je trouve que l'art est souvent... C'est plus le processus créatif qui m'intéresse que l'œuvre, tu vois, que l'œuvre qui s'affiche, en général, en tout cas en ce qui me concerne. Et c'est pareil. Dans notre chemin, c'est le cheminement. C'est vraiment le mot que je pense que paysan, c'est être en chemin. C'est le cheminement. C'est peut-être être en chemin, oui. Cheminer. Et peut-être que l'agriculteur, il chemine pas. Il est convaincu. Peut-être. Non, mais peut-être. C'est pas forcément une critique, mais c'est encore une fois un état des. Quoique c'est pas vrai, il chemine aussi à sa façon. Mais voilà. Peut-être que. Et puis il y a le cheminement à. Enfin, il y a juste les mots.
enfin, quels mots on a envie d'utiliser. Moi, je connais Enfin, Frédéric Thomas, par exemple, il dit qu'il est paysan. À certaines personnes, il dit qu'il est agriculteur. Il dit jamais exploitant. Bon. J'entends pas beaucoup de gens qui disent exploitant. J'entends, je suis producteur de, je suis agriculteur, agricultrice, paysan, paysanne. Il y a des paysans qui se disent paysans avec 300 hectares. Il y a des gens qui disent je suis un petit producteur. Enfin, chacun utilise les mots qu'il a envie d'utiliser. Et aussi, oui, dans quoi il se sent, c'est ça qui est intéressant, donc, comment il se définit. Tu vois, je pense qu'on a la chance d'avoir la langue française suffisamment riche pour trouver notre propre... et puis en inventer d'autres si tu vois, on n'est pas obligé de faire partie d'avenir qui a inventé péicultrice, péiculteur. Oui. Plus pour ceux qui accompagnent la transition, quoi. Chine, tu peux la mettre... viens là, Chine. Viens ici, viens. Bon, viens. Moi, ce qui me vient plus pour revenir sur la notion de propriété et paysanne, j'ai rencontré du coup un couple d'éleveurs bergers qui n'avaient pas de terre et donc qui s'inscrivaient sur le territoire en Gironde, mais qui faisaient pâturer leurs brebis sur c'était 750 hectares sur le territoire de la Gironde, et c'était par accord avec des communes. Et du coup, il n'y avait pas d'accord financier, c'était les communes et les particuliers appelés Seb, du coup le berger, et ils lui mettaient à disposition des terres pour du coup nourrir ses brebis, et il n'y avait pas d'échange monétaire, et donc il n'y avait pas de loyer ou pas de rémunération. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même le côté éleveur, donc ils vendent la viande des agneaux. Mais ce que Seb me partageait, c'était que lui, il aimerait bien être simplement berger et être rémunéré pour entretenir les paysages, mais qu'aujourd'hui, ça suffit pas. Mais en tout cas, voilà, il y avait vraiment cette notion. Ils ont 200 brebis et 250 agneaux, un truc comme ça. Donc vraiment un gros troupeau quand même. Et voilà, et en fait, il se débrouille et maintenant son système est bien en place, ça fait 5 ans. L'hiver, il fait pâturer dans les vignes, il y a plein de châteaux viticoles. Donc ils sont dans les vignes, les brebis sont dans les vignes. Et puis l'été, enfin printemps-été, ils font un parcours du coup sur 50 km. Et voilà, et Sébastien du coup les change de prés ou enfin de parcelles. Il y va tous les jours et puis il déplace un petit peu, quoi. Donc il fait du pâturage qui pourrait être pas dynamique parce que ça prend du coup 1 mois pour faire le tour des 50 km, et en même temps c'est une progression, et lui il disait enfin ça me fait penser à ça dans la gestion des mots aussi. On entend beaucoup éco-pâturage aujourd'hui pour les brebis, et lui disait moi je déteste ce terme. C'est du pastoralisme que je fais, et encore une fois il y a l'importance de se réapproprier les mots et l'imaginaire qu'on met derrière, ou la réalité qu'on vit en tant que paysan-paysanne. Éco-pâturage, il y a la notion d'échange monétaire pour lui qui rentrait en jeu, et lui c'était plus vraiment axé sur les paysages et le travail qu'il faisait avec ses brebis, de façonner, et en même temps de savoir gérer. Là on va laisser la forêt, et puis là on va aller dans la forêt pour justement pouvoir éviter que les herbes hautes provoquent un incendie, quoi. Du coup, c'était aussi super intéressant de voir on peut être paysan, paysanne, et pas forcément avoir de propriété aussi, quoi. Je trouve ça... C'est un autre travail aussi. Anna a partagé qu'il n'y avait pas forcément de notion d'économie dans l'idée d'être paysanne, enfin de gagner sa vie, ou d'avoir un revenu, un SMIC. Bon, t'en penses quoi toi de ça? C'est une vraie question. Je pense qu'on a tous besoin, plus ou moins, d'avoir l'économie qu'on choisit, en tout cas, en fonction de la vie qu'on choisit de mener aussi. Pour ma part, moi j'ai eu une vie, donc on n'est pas tout jeune, déjà on a eu une vie de travail avant. On a la chance d'avoir cette terre donc, qui était déjà là. Donc j'ai hérité de pas mal de terres. Donc ça c'est déjà un véritable cadeau. On arrive quand même avec
des moyens, dans le sens, on n'a pas des moyens de connaissance, mais on avait des moyens économiques, ce qui a permis à Mathieu, lui aussi a beaucoup travaillé en tant qu'architecte, donc avoir des moyens pour planter sa vigne, enfin voilà. Donc c'est vrai que l'économie n'était pas, en tout cas pour nous, un facteur de première nécessité dans la réflexion de ce projet. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est une première chose. Et ça, je vais revenir là-dessus parce que justement, j'ai eu une présentation de la Terre de Liens où j'étais pas mal à l'aise, mais parfois je peux être un peu mal à l'aise, je sais pas, peut-être une énergie. Et donc, j'intervenais sur quoi déjà? Enfin, je présentais le projet, les espaces tests, et puis je disais qu'on accueillait des jeunes porteurs de projets, qu'il y avait tout un projet de territoire, comment une terre agricole pouvait être l'impulsion sur un territoire, un village. Bon bref, je racontais ça. Et puis je voyais dans la salle un type assez génial, d'ailleurs, un ancien paysan qui a fait du fromage ici, en biodynamie, très longtemps, et puis qui était venu là voir. Je lui dis, Paul, viens voir, etc. On a parlé biodynamie, il a fait un tour et tout. Et puis là, je le voyais ricaner dans la salle, etc. Bon, moi, je suis assez sensible, je vois assez bien ce qui se trame, je suis assez sensible, etc. Bon, ça m'a pas déstabilisée, j'ai continué mon discours, mais du coup, j'avais l'impression de perdre ma légitimité. Je me sentais un peu en porte-à-faux, je le voyais ricaner. Je sentais que finalement, j'étais pas à ma place, qu'il pensait que j'étais pas à ma place, que je pouvais pas prendre la parole, etc. Je sentais extrêmement fort. Bon, je continuais, etc. Et puis je l'appelle le lendemain matin, je lui dis allô Paul, écoute, dis-moi, parce que vraiment là, tu vois, j'ai vu que tu ricanais, j'ai senti, etc. Et puis il me dit ce que j'ai trouvé assez intéressant, qui me remet aussi dans une certaine forme de posture, et que je ne peux pas non plus cacher, mais ça m'oblige aussi, on parlait de posture, d'oser dire les choses. Il me dit, oui, tu sais Astrid, t'es une sale bourgeoise. Il faut que tu le sais. Non, mais c'est intéressant, il faut assumer. T'es une sale bourgeoise, oui, il y a des moyens, tu vois, toutes ces terres, etc. Et j'ai senti là que, si tu veux, je dis, oui, Paul, je vois pas très bien où tu veux en venir, etc. Et en réalité, il me disait, en creux, qu'avoir les moyens, en tout cas, d'avoir déjà des terres, ce n'est pas son parcours du tout. Il a galéré, ça a été très dur, il est arrivé à faire un fromage absolument excellent et à être très calé en biodynamie, donc il a fait un parcours génial, tu vois, et puis il a cheminé jusqu'au bout, vraiment quelqu'un de... Je lui dis, tu vois, oui, mais est-ce que tu penses, et je lui dis, est-ce que tu penses qu'avoir des moyens, c'est-à-dire qu'avoir déjà des terres, avoir la possibilité de faire des choses, effectivement, sans mettre l'économie au centre du projet, il était complètement déstabilisé. Et il me disait en creux qu'avoir des moyens, tu ne pouvais pas justement être paysan. Donc pour lui, effectivement, la notion de paysan était probablement ce qui est intéressant, et ce que je pense aussi probablement lié à une économie, lié quand même à une passion, mais aussi à une galère, à l'envie de pouvoir vivre aussi de ce que tu fais. Ça, c'est une réalité. Et effectivement, nous ici, c'est aussi pour ça que peut-être que j'endosse pas le mot de paysan. On n'a pas cette réalité. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'une réalité économique. Mathieu continue de travailler pour la famille en tant qu'architecte, donc il y a une économie. Mais aujourd'hui, la vigne n'est pas rentable. Il y a eu beaucoup d'investissements. Moi, je plante que des arbres pour l'avenir. La richesse du projet, il n'est pas là. Je n'ai pas avec 7 agneaux, 3 jus de pommes et 3 cerises que je gagne ma vie. Donc, je veux dire, on est dans une échelle temporelle le projet est très riche. Je pense qu'il y a une véritable richesse que je vois tous les jours, mais elle n'est pas, effectivement, je ne gagne pas du tout de ma vie je la gagne parce que ça me nourrit, parce qu'on pouvait le faire, donc je suis complètement nourrie. Et ça nourrit un projet de famille, un projet de vie, un projet pour les autres, d'accompagnement. Mais moi, en tant que telle, effectivement, il n'y a pas une économie, si vous parlez d'une économie matérielle, ou en tout cas mercantile. D'ailleurs, c'est pas le mot, parce qu'avoir une économie, c'est pas forcément mercantile. Mais voilà, donc ça, c'est sûr que c'est pas au cœur de ce projet-là aujourd'hui. Pour la vigne, Mathieu il y a une économie qui se met en place, ça c'est certain. Donc il va vraiment avoir les fruits assez rapidement de tout ce travail. Que le troupeau s'agrandisse pour avoir une petite économie qui sera assez modeste aussi. Mais voilà, donc ça c'est sûr que ici,
on peut avoir, on parlait de temps, et moi je suis complètement convaincue de cet espace-temps nécessaire pour que les choses grandissent, pour que ces arbres prennent place, pour que ce paysage fertile soit en place, en tout cas la trame qui pourra accueillir tous ces jeunes porteurs de projets qui voudront s'installer ici. Eh ben, ça va prendre du temps, donc je crois, je m'offre, et on peut le dire, parce que je peux le faire, je m'offre ce temps pour pouvoir mettre en place la trame de demain. Mais ça, tout le monde ne peut pas le faire. Ça n'empêche pas, tout le monde peut planter des arbres, bien évidemment. Mais à grande échelle, prendre le temps d'entretenir tout ça, c'est sûr que c'est une véritable richesse, mais pas immédiate, ça c'est certain. Après, la richesse, elle passe par l'accueil d'autres porteurs de projets, par l'accueil des espaces-tests. Voilà, il y a toute une autre économie qui est pas forcément la mienne. Mais l'espace-test, il a sa propre économie. Mathieu, il va avoir sa propre économie. L'apicultrice a sa propre économie. Donc ça permet la propre économie de d'autres. Mais moi, si on me demande ce que je gagne rien. Si c'est ça la question. Et tu as un objectif de gagner quelque chose ? J'ai pas besoin de ça pour être légitime. Enfin, oui. Pour Paul, j'ai le besoin, probablement. Pour moi, c'est pas ça. Après, ce que je souhaite plutôt, c'est mettre en place cette autonomie alimentaire du village. Donc, oui, il y aura une économie villageoise qui va se mettre en place. C'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que les troupeaux vont grandir. Pour ceux qui aiment la viande, qui se nourrissent de viande, ça va alimenter le village. Les fruits, il y a pas mal de fruits quand même. Ça va faire quand même pas mal de récoltes. Dans quelques années, ça va commencer. Voilà, tout ça va alimenter l'atelier de transformation du tiers-lieu et va commencer à alimenter une économie villageoise. C'est ça que je veux mettre en place. Donc, il y aura une économie, puisque moi, je vais en retirer les fruits, peut-être par un troc, j'en sais pas. On verra ce qu'on mettra vraiment en place à leur je sais pas, je sais pas pourquoi. Alors H. Mais c'est ça qui va être intéressant. Mais il y aura on va réfléchir à une sorte d'économie qui sera, mais c'est un peu tôt encore, tu vois. C'est pas avec 7 agneaux, 10 kilos de pêche, 2 tonnes de pommes. Enfin, tu vois, on n'est pas encore à l'échelle. Mais ça permet déjà pas mal de choses. Mais il n'y a pas, voilà, mais oui, je suis pas contre un échange plutôt. Je ne suis pas contre déjà l'autonomie de la famille, du village. Déjà ça, c'est voilà. Ce que tu disais sur ceux qui façonnent le pays, elle me dit oui, mais les paysans, moi dans mon imaginaire, c'est les ploucs. Enfin, elle n'a pas utilisé ce mot-là, mais il y a un peu ce truc de les cutéreux qui sont pas cultivés, qui n'ont pas d'argent, qui doivent travailler comme d'arrache-pied pour survivre un peu. Il y a un peu tout ce truc-là, et peut-être que en utilisant ce mot, il y a une forme de faut venir dépasser ça, faut venir guérir ce qui a été le cas pour beaucoup de monde, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et comment on crée une ouverture pour j'ai l'impression se reconnecter à cette définition de façonner le paysage, façonner le pays, plus que vraiment c'est un métier, au-delà du métier. Il y avait ça que je voulais dire, et du coup ça questionne de est-ce que ce mot paysan porte tout ça, et est-ce qu'on veut est-ce que du coup en faisant ce choix-là on porte tout ce qu'il a porté comme comme historique. Et tout à l'heure tu parlais de légitimité et de bon sens. Moi c'est 2 mots qui me touchent parce que la légitimité pour moi elle est issue de l'extérieur, dans le sens où je me sens légitime quand je me suis sentie légitime, j'essaye d'en sortir quand l'extérieur me dit c'est bon, machin, truc. Et quand t'es accueillie par tes pères et qu'ils te disent t'es bien ma fille, il y a un peu ça. Et du coup là, dans ce que tu disais, je crois que moi j'aurais plus tendance à dire la confiance qui vient de l'expérience. Quand tu disais d'avoir ces 3 agneaux-là, où du coup là tu es sage-femme des petits agneaux, et au bout du 3e, il y a ce savoir-faire par l'expérience qui donne la confiance intérieure de je me sens de plus en plus moi apte à ça et à en parler, etc. Et la question de bon sens paysan, si je reformule, est-ce que c'est le fait de vraiment déployer ses sens, justement, sa sensorialité au fur et à mesure des années, des saisons, des pratiques,
de cette confiance justement et que du coup on acquiert une forme de je sais pas, peut-être logique du vivant interne qui nous permet d'interagir. Parce que le mot bon sens, j'ai l'impression que du coup il y a un mauvais sens. Ah, je sais pas, le bon sens, c'est un truc. Tu vois, l'autre jour, j'étais avec justement un paysan. Il me dit, tu sais, avec 2 cordes et 2 palettes, le paysan est heureux. Je sais pas, le bon sens, c'est tu fabriques n'importe quoi. Tu as de bon sens, c'est-à-dire que effectivement, ça passe par l'expérience. Parce que tu en as vu beaucoup, tu as expérimenté des tas de choses, tu as inventé, tu as créé, tu as imaginé des tas de choses qui fait que t'as le bon sens. Tu dois faire une clôture, et ben bim bam, c'est bien foutu, tu vois, c'est plein de bon sens quand même. Quand tu dois faire des pâtures, il faut faire des entrées, des portes, des sorties, imaginer la circulation, imaginer comment tes animaux vont rentrer, vont sortir, comment toi tu vas rentrer, comment tu vas sortir, comment l'ombre va porter, etc., comment le soleil va se distribuer. Ben tout ça, tu vois, il y a une sorte d'intuition du bon sens du paysage. Moi, je crois beaucoup. Ça ne veut pas dire mauvais sens, mais ça veut dire qu'on acquiert un savoir-faire tel que c'est bon, quoi. C'est bon et c'est dans le bon sens. C'est-à-dire que tu vas faire les choses dans le bon sens. Oui, parfois, peut-être, on fait les choses dans le mauvais sens. Moi, j'ai fait des clôtures complètement à l'envers. J'ai fait des tas de trucs complètement à l'envers. Oui, on fait plein de choses à l'envers. Il y a quand même des choses qui sont dans le bon sens. Moi, je crois quand même. Mais oui, ça veut dire qu'il y a peut-être un mauvais sens. Comme il y a des ratés, hein. Oui, si. Moi, j'ai fait des choses sur mes brebis, peut-être que j'aurais pas dû faire, tu vois. Couper des queues, par exemple. Est-ce que c'est du bon sens ou du mauvais sens? Tu vois, tu fais quand même des gestes qui peuvent être pas dans le bon chemin, je pense. Il y a des choix. Enfin, par exemple, ma maître de sage, quand j'étais en école d'ingé, qui écornait ses chevreaux, aujourd'hui, je trouve que c'est pas du tout du bon sens. C'était une pratique qui, à l'époque, elle a appris comme ça. Donc, c'est pas du bon sens. Enfin. Et en même temps, dans ses choix... donc est-ce qu'elle avait perdu son bon sens paysan, du coup? Oui, sûrement un petit peu. On est toujours... tu vois, par exemple, moi, j'ai coupé les queues cette année. Tu sais pourquoi? Je me suis dit, génial... Je vais avoir une vraie visibilité au moment des agnelages. Bon, c'est un peu technique, mais comme ça, tu vois bien la vue, tu vois bien ce qui se passe. Et comme elles agnellent en plein champ, je me dis, comme ça, si je dois intervenir, tu vois, j'ai quand même une visibilité. Sinon, tu as la queue, tu vois rien, tu laisses faire totalement. Et quand même, chez les brebis, tu peux devoir intervenir. Sinon, bon, tu acceptes de perdre ton agneau et ta brebis. Et donc, tu vois, j'avais pas assez confiance, ça c'est très important ce que tu dis. J'avais pas assez confiance peut-être en elle, peut-être en moi, encore cette année, bien que les agnelages, tu vois, j'ai gagné vraiment. Alors on reviendra sur le terme de légitimité, mais j'ai gagné en confiance et je crois quand même en légitimité, pas par rapport aux autres, par rapport à moi-même, ma propre légitimité. Et j'ai quand même coupé les queues, parce que j'avais pas encore assez confiance. Tu vois, j'étais pas assez avancée. Je me suis dit, tu vois, l'année prochaine, je verrai tout le monde. Ça va être beaucoup plus facile pour moi et j'interviens au moment parfait, si je peux. Aujourd'hui, il s'est passé 3 mois, et tu vois, j'ai plus envie de couper les queues. Je me dis non, elles ont des queues, finalement, j'ai envie d'être plus confiante, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Parce que si elles ont... je sais plus pourquoi je te dis ça. La confiance. Et pour moi, cet acte, si je me relie à ta définition du bon sens, en l'état, avec la confiance que tu avais et les compétences que tu avais il y a 3 mois, pour moi, c'est aussi un acte de... potentiellement, je ne prends pas soin de la queue en la coupant, mais je prends soin de pouvoir les accompagner dans un acte qui va être avec mes compétences de l'instant. Donc, ça peut aussi être une humilité de dire... là, ma manière la meilleure aujourd'hui d'interagir avec vous et d'être dans mon métier avec vous, les brebis et les agneaux, c'est comme ça. Et je suis pas capable de plus aujourd'hui parce que certainement il te manque une partie de confiance et là tu l'as maintenant et du coup l'année prochaine tu couperas plus les queues et il y a des éleveurs qui écornaient et qui n'écornent plus. Je pense que c'est aussi ce truc de on est en constant mouvement et dans tous les métiers et je trouve ça aussi beau de voir
l'humilité avec laquelle tu parles de ton métier et de ton apprentissage. Voilà. Je pense que aussi la question de bon sens, elle évolue vraiment au fil des époques et des connaissances surtout. Enfin, j'ai vu des paysans en Normandie, pour lui c'était du bon sens de couper les queues parce que juste, il était propre le mouton quoi. Enfin, il y avait aussi ce truc de... Mais du coup, pour les cochons en batterie, c'est pareil. Tu coupes les queues, c'est du bon sens, sinon ils se les bouffent. Et enfin, il y a tout un truc de... Enfin, je pense qu'il... Enfin, c'est un terme à faire attention avec ce terme. Enfin, je sais pas. En tout cas, je pense que ça varie vraiment des contextes et des trucs, quoi. Ouais, pour moi, dans le bon sens, il y a aussi beaucoup la considération d'un tout, enfin d'un ensemble. Et c'est pas forcément une action. Enfin, je sais pas, c'est bon sens pour moi, c'est réfléchir à plus loin que l'acte que tu vas faire et te dire quel impact ça pourrait avoir. Et donc, c'est pas forcément. Enfin, on peut se rendre compte après ou même pendant que en fait, c'était pas un bon choix. Mais je trouve que c'est, enfin moi en tout cas dans ce que j'ai compris de quand les paysannes chez qui j'étais me disaient oui moi ma ferme elle fonctionne comme ça donc je récupère certaines par exemple dans une ferme où j'ai été récupérer ils avaient un petit élevage de cochons, ils récupèrent la graisse de cochon pour les savons pour feutrer la laine et du coup enfin c'est dans cette notion d'ensemble d'un cycle et d'accompagner un cycle et du coup enfin moi je le prends plus comme ça le bon sens en mode bah oui si j'ai tels animaux enfin selon la personne et la posture de la personne encore une fois donc ça reste aussi subjectif mais bah j'ai envie que ça circule quoi qu'il y ait un cycle et ce que comme tu disais l'alimentation sur ton enfin à l'échelle du village c'est réfléchir à bah ok si on veut être autonome dans notre alimentation à l'échelle du village bah qu'est-ce qu'il faut et c'est du coup réfléchir en amont avant de voir tout de suite la conséquence peut-être que ça a et peut-être du coup de par rapport aux queues coupées de voir ok quels impacts ça a pu avoir sur l'allumage et si tu le fais pas d'avoir aussi ce truc pour peut-être comparer ou te donner d'autres clés de compréhension éventuellement quoi et juste t'enrichir de cette expérience et de ces réflexions mais en effet, c'est un terme. Enfin, moi, j'avais pas ce questionnement sur ce qu'on met derrière le mot bon sens, et je trouve ça aussi intéressant d'interroger justement le mot en soi et les mots. Et ouais, il y a cette notion de sensible, je trouve, de sensibilité. Et après, ça dépend sur quel aspect tu souhaites axer ta sensibilité ou sur quel aspect naturellement ta sensibilité est portée. Et du coup, je pense que c'est en là que c'est. La définition est genre propre à chacune dans ses pratiques. Je pense à un épisode que j'ai vécu en stage où j'étais avec Christophe You et avec Manon, on était en train d'essayer de fermer une porte d'un conteneur parce qu'il rangeait des trucs dans un conteneur. Et on était en train de regarder le mécanisme de la porte pour comprendre comment la fermer. Et donc on n'était pas en train de la fermer, on était en train de regarder le mécanisme. Et Christophe You arrive et il dit mais vous n'avez pas de bon sens, enfin c'est comme ça, et puis lui il ferme la porte parce qu'il avait l'habitude de fermer cette porte quoi. Et voilà, et tout de suite il nous a dit ça, il a pas, enfin voilà, pour lui c'était on n'a pas de bon sens parce qu'on l'a pas fait directement, et voilà. Intéressant. Et c'était très pragmatique quoi, c'était vous n'avez pas de bon sens, c'est comme ça qu'on ferme la porte. Bon, voilà, je pense que c'était pas vraiment dans une question de sensibilité quoi. Ok. Mais voilà, mais encore une fois, ça dépend des personnes. Hein. Il y a des personnes, je pense, pour qui c'est un peu plus pragmatique. Justement, ça se fait plutôt dans le sens où ça se fait dans ce sens-là. La porte, elle se ferme dans ce sens-là, et puis voilà. Mais je pense que c'est des notions différentes. Mais voilà, ça résonne beaucoup avec cet épisode où vraiment, il n'a pas cherché à voir dans quel dynamisme on était. Il a dit, vous n'avez pas de bon sens, comme ça. Et moi, j'avais envie de rebondir aussi un peu sur ce que tu disais, Anna. Pour moi, le bon sens, il y a vraiment... selon les cas du coup, une notion aussi de vision systémique de son propre système. Enfin, effectivement, tu parlais des clôtures par exemple tout à l'heure. Effectivement, si tu as une vision de ton système global, tu vas te rendre compte que si tu mets ta porte là-bas, ça va pas être pratique pour quand tu vas devoir faire ceci ou cela. Enfin, pour moi, le bon sens, c'est pas juste voir
Là par exemple au pas tu disais les cochons en batterie, on coupe les queues pour pas qu'ils se mordent entre eux. Enfin voilà, on voit juste ce petit truc, un petit problème, une petite solution entre guillemets, sans élargir autour de pourquoi ils se bouffent les queues, pourquoi, etc. Et pour moi le bon sens du coup c'est une vision élargie de il y a ce petit problème là, ok, si je dézoome, comment je fais pour que ce petit problème n'apparaisse plus, le traiter à la source quoi, plutôt que mettre une solution dessus. Et du coup c'est une connexion au vivant dans son écosystème. Ouais, c'est ça, une connexion au vivant dans son écosystème. Et du coup ça s'acquiert effectivement avec l'expérience, avec le temps, où les liens se font de plus en plus vite de ah bah oui effectivement si je fais ça, ça va faire ça, du coup il vaut mieux que je le fasse comme ça pour éviter ça. Enfin un peu des boucles rétroactives aussi de... J'ai une idée. Attention. Y aurait-il un 6e sens, le bon sens paysan? Parce que c'est ni lui, ni Louis, ni la vue, ni le toucher, ni l'odorat, ni le goût. C'est juste la connexion à son écosystème global. Oui. Qu'en penses-tu? Avec 2 palettes et 2 cordes. Ouais, mais c'est tout est... c'est un grand tout, mais je pense tous les sens... Est-ce que c'est un 6e sens ou c'est tous les sens cumulés plutôt qui forment le bon sens, je pense. Et puis il y a l'intuition aussi qui se Oui, je pense que l'intuition est quand même quoi. vraiment intéressante. Alors l'intuition aussi, elle évolue en fonction de là où on en est. On peut être de plus en plus intuitif ou de moins en moins. Parce que on peut être aussi un peu paralysé dans son intuition parfois, dans des étapes de projet. Ça, c'est intéressant. Mais l'intuition, moi, je crois beaucoup, bien sûr. Je pense que ça, c'est peut-être un 6e sens. Plus que le bon sens paysan qui serait une sorte de... C'est pas tellement une histoire de queue, finalement. Est-ce que je coupe ou pas le queue? Parce que ça, c'est un objectif de troupeau. Enfin, un objectif plutôt de... Non, c'est plutôt, oui, le regard sur les choses et l'action qu'on peut mener dans l'objectif qu'on souhaite se poser, se mettre. Il y a quelque chose d'assez, alors je vais dire un mot peut-être, mais c'est peut-être pas celui-ci, mais d'efficace chez les paysans quand même, dans leurs actions. Ça a l'air que c'est un peu le chemin qu'on a vu tout à l'heure pour aller aux vignes. C'est-à-dire que, et les animaux font ça très bien. C'est-à-dire quand ils vont traverser une parcelle, en général quand même, ils vont prendre le chemin qui est soit le plus court pour aller d'un point A ou à un point B, ou sur la crête, ou pour des questions diverses et variées, mais ils vont emprunter le bon chemin qui leur convient. Mais il y a une forme quand même souvent d'efficacité dans la mise en place des choses, dans l'objectif qu'ils se donnent. C'est un peu en ça que je trouve... Au début, tu mets beaucoup de temps, je sais pas, tout est un peu... Parce que tu apprends, c'est un peu maladroit. Mais c'est pas grave d'être maladroit. Tu vois, c'est comme un enfant qui commence à marcher, c'est maladroit. Mais c'est génial, c'est les apprentissages qui... Je veux dire, n'ayons pas peur aussi de dire qu'on est maladroit, qu'on fait des fausses notes, qu'on a des échecs dans un projet. Moi, j'ai déjà reçu ou entendu, en tout cas, oh, mais c'est du bon sens, ça. Enfin, en fait, c'est ce truc-là où t'es en mode, t'es con, quoi. Enfin, genre, c'est du bon sens, quoi. Et pour le truc d'apprendre, enfin, c'est exactement le AV, apprendre avec confiance et de se dire après, bah oui, j'ai une vision plus holistique, j'ai une vision plus écosystémique et du coup, j'en comprends un peu plus de toutes les interactions et donc je vais dans ce sens-là parce que je suis les animaux sauvages, les chemins des animaux sauvages parce que certainement ils sont passés par là pour une raison ou enfin voilà. Et je pense qu'au cours de nos vies, on apprend tous et toutes de plus en plus de clés de lecture des paysages, clés de lecture des interactions sociales. Et ouais, moi je sais que j'apprends constamment, je sais que je fais des erreurs et que c'est justement dans ces erreurs que je peux du coup me positionner plus ajustée après. Voilà. Et après, dans ce que vous disiez, pour moi, il y avait vraiment ce truc de... j'ai l'impression que cette notion de bon sens aussi, c'est d'arriver à avoir en tête plus de facteurs qui permettent une prise de décision plus ajustée en conscience des conséquences de mon choix. Je fais un choix et potentiellement ça aura des conséquences maintenant dans 10 ans machin, mais je sais que je l'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Merci d'avoir écouté cet épisode. La suite du cercle de partage « Qu'est-ce qu'être paysan ou paysanne aujourd'hui ?» sera dans le prochain épisode.
Si vous avez aimé cette écoute, je vous invite à le partager à plusieurs personnes autour de vous, car mon seul et unique souhait est que ce podcast soit écouté le plus possible et puisse inspirer une communauté toujours plus grande pour le vivant, l'agroécologie. À bientôt et prenez bien soin du vivant en vous et autour de vous.